si tu tombes, c'est pas un échec, tu as appris. Et donc si tu veux, à l'école, ils apprennent à être salariés. À la maison, je les apprends à être entrepreneurs. Alors en tant que mandataire, ce que j'ai appris, c'est vraiment quand même la liberté. C'est vraiment, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Aujourd'hui, je ne m'apitoie jamais sur mon sort, j'avance. Bienvenue à tous dans les icônes de l'immobilier, le podcast qui vous amène à la rencontre d'histoires de conseillers immobiliers inspirants et qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Ralaison. Nathalie, bienvenue à toi dans ce podcast. Salut Nathalie. Salut Céline, salut Julien. Vas-y, je pense que le mieux c'est de te présenter, comme ça les gens pourront te connaître. Alors je suis Nathalie Ralaison, je travaille dans l'immobilier. Je suis mandataire immobilier depuis 2010. J'ai commencé, c'était une totale reconversion. J'avais jamais fait d'immobilier avant. Pour la petite histoire, j'avais eu mon fils, mon deuxième enfant en 2008. Et donc, je n'étais pas du tout dans l'immobilier, mais bon, j'avais quand même un antécédent, un papa qui était un petit peu là-dedans. Et je voulais faire autre chose. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. En 2010 2010. Juste un peu après la crise. Juste un petit peu après la crise, c'est ça. Tu dois avoir quelques similitudes, je pense, en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, j'ai l'impression de revivre des choses. Ok. Alors Nathalie, explique-nous un petit peu ce que tu faisais avant l'immobilier, comme ça pour savoir un petit peu d'où tu pars et puis après de nous expliquer comment tu en es venue à l'immobilier en 2010. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je faisais avant ? Moi, je suis originaire de Madagascar. Donc, j'ai eu mon bac dans mon pays. Et ensuite, je voulais venir en France pour continuer mes études en l'hôtellerie. Ok. L'hôtellerie que j'ai fait une école hôtelière. Et ensuite, quand j'ai eu mon premier enfant, deuxième enfant, je me suis vite rendu compte qu'au fait, l'hôtellerie n'était pas fait pour une vie de famille. Parce que je finissais tard. Mon mari venait, mon copain, qui est mon mari aujourd'hui, venait me chercher à 4h du matin. Ce qui n'était pas évident pour une vie de famille. Et je commençais tôt, je finissais tard. Et ensuite, donc après avoir eu mon fils en 2008, 2 ans après, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Et au fait, moi, j'ai un papa qui est architecte. Donc l'immobilier, c'était pas totalement un domaine inconnu. Non, c'était pas tout à fait un domaine inconnu, puisque si tu veux, mon enfance a été bercée par un papa qui dessine un plan d'architecte dans notre salon, dans la maison familiale. À l'époque, il n'y avait pas tout ce logiciel qu'on connaît aujourd'hui. Donc je le voyais se lever à 7h du matin, voire plus tôt, à dessiner à la main les maisons. Donc c'était pour moi... C'était déjà, il m'a mis dans le métier sans le vouloir. Ok. Voilà. Et donc moi, j'ai dit, bon, je vais en France pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire l'hôtellerie. J'ai fait une école hôtelière, j'ai avancé. Mais au final, l'immobilier m'a rattrapée. C'est ça, exactement. Alors, c'est quoi qui te plaisait dans l'hôtellerie, justement ? Pourquoi tu es partie dans l'hôtellerie et tu as pris ce chemin, ces études-là ? Comment ça fait que tu n'es pas venue plus tôt, finalement, parce que tu étais baignée dedans finalement. Parce que le contact avec la clientèle. Dans l'hôtellerie. Voilà, Okay. c'est ça. C'était être au service de mes clients, aider, donner de moi-même. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis j'avais un projet aussi au pays. Beaucoup de projets étaient dans la tête qui finalement aujourd'hui ça ne s'est pas fait. Mais vous voyez, aujourd'hui je suis dans l'immobilier. Finalement, tout est relié. Parce que je fais à peu près la même chose. Je m'occupe aussi de mes clients. Je les aide à accomplir un projet immobilier d'achat, de vente. Et donc finalement c'est lié. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer du coup de cette période-là où tu travailles dans l'hôtellerie ? Donc je suppose que ça devait être assez intense aussi, pas facile de s'organiser pour la vie familiale. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a finalement, pourquoi l'immobilier déjà ? Parce que ça aurait pu être un projet salarié ailleurs ou entrepreneurial mais dans un autre domaine. Ouais. Comment ça se fait déjà que tu es passé de salarié à entrepreneur, que tu aies eu envie de faire ce saut-là ? Ça, c'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà un grand saut. Alors, l'entrepreneuriat, ça a déjà été dans la famille. Quand je vous dis, mon papa était architecte, il était à son compte. Ma maman aussi était architecte. Non, pardon. Elle était aussi entrepreneur, je veux dire. Et pareil, dans la famille, les frères et sœurs,
tout le monde finalement a ce côté entrepreneur dans l'âme. On a été éduqués comme ça depuis tout petit. Et ce qui fait que c'était un peu la continuité, si tu veux, de ce que j'avais déjà depuis toute petite. Et en plus, l'immobilier, ce n'est pas le premier entrepreneuriat que je fais. C'est rigolo que tu dis ça parce qu'on parle souvent justement de ce statut d'entrepreneur. Est-ce que toi, quand tu étais salarié, tu avais, comme tu dis, je suis né dans une famille d'entrepreneurs, tout le monde avait finalement baigné dans cette mentalité-là d'entrepreneur. Ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même en 2010. Et en 2010, l'entrepreneuriat, ça n'a pas la cote que ça a aujourd'hui. Non, clairement, non, ça n'a pas du tout la... Et au fait, je suis arrivée là-dedans parce que moi, déjà, je voulais faire l'immobilier. Je me suis dit, bon, allez, j'ai un papa. Au fait, quelque part, je me suis dit, j'ai ce bagage, j'ai ce papa qui peut me conseiller sur certaines choses. Et après, mon mari, il me dit, et puis il voit une annonce, c'était un autre réseau où j'étais avant, et il me dit, tiens, regarde, je te vois là-dedans. Et on regarde, et donc c'était bien marqué indépendant. Je dis, est-ce que je vais y arriver ? Comment je vais faire ? C'est la question que tout le monde se pose quand on attaque, c'est ce... Comment je vais faire ? J'ai pas de formation, j'ai pas fait une école immobilière, Et puis il faut remettre 2010 aussi. Enfin, je le redis, ça n'a rien à voir. Les réseaux de mandataires émergent tout juste. On était 600 dans ce petit réseau qui est aujourd'hui un grand réseau. On était 600. Et quand je dis aux gens, je suis mandataire, mais quoi ? Pardon, j'avais l'impression de parler chinois. Aujourd'hui, on dit mandataire, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Et donc, comment tu as... justement... Qu'est-ce qui t'a, malgré tout ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle 2010, j'ai attaqué en 2008, donc moi plein pendant la crise, mais 2010, les réseaux de mandataires, on n'en parlait presque pas. Le Bon Coin arrivait, c'était même quasiment la fin du papier. Enfin, je ne sais pas si c'est bien ce que tu as vécu. Mais le paru vendu. Le paru vendu, voilà, exactement. Donc c'est quand même très rigolo d'avoir osé franchir le pas dans un groupe de mandataires. Pourquoi pas en agence, justement, à cette époque-là, où c'était quand même beaucoup plus, peut-être facile d'accès Alors, c'est peut-être pour ça qu'après, j'ai fait mon expérience en agence. Alors, j'ai commencé en 2010, mais 3 ans après. Donc, j'ai voulu aussi tenter cette expérience en agence. Donc, une agence est venue me chercher. C'est une agence rue Royale à Versailles. J'ai dit, pourquoi pas, on y va. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait 3 ans, encore une fois, avec une agence physique. Mais en 2010, pourquoi j'ai vraiment foncé en tant que mandataire ? Parce que j'ai commencé, on va dire, pas la tête baissée, mais moi, je suis quelqu'un qui aime le risque. Moi, ce qu'on me dit souvent, depuis encore toute petite, moi, c'est vraiment mes parents, tout ce que j'apprends aujourd'hui, tout ce que je sors aujourd'hui, ça, on peut dire, ça vient de mes parents. Nathalie, fonce. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans le coaching qu'on a fait ensemble. Ouais. C'est vraiment ce côté toujours vouloir progresser, toujours aller chercher la dernière innovation, toujours essayer d'être à la pointe de son travail. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, je vais le dire ici, parce que quand on a commencé le coaching, en fait, avec... J'allais vous demander, moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est passé là. Quand on a commencé avec le coaching, c'était assez incroyable parce que donc, je lui demandais évidemment quelle est son organisation. Et elle avait une organisation, mais millimétrée pour la détection des biens. Et j'avais jamais vu ça. Et très honnêtement, moi-même, avec mes coachés, c'est pas quelque chose que je mets en place de manière aussi poussée. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. J'avais jamais vu ça, je pense, dans le domaine de l'immobilier. Et ton mari, donc, est informaticien, et tu vas nous parler de tout ça parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Et justement, donc, en 2010, donc, finalement, ce qui t'a poussé à être dans un réseau de mandataires, c'est que tu n'as pas froid aux yeux, quoi. Finalement, c'est ton audace qui finalement t'a annihilé ta peur, peut-être, de la nouveauté de ce statut, de l'entrepreneuriat, d'être dans un réseau de mandataires. Et finalement, alors, qu'est-ce qui a fait le retour en agence, du coup ? Pourquoi finalement, après coup, être allé en agence ? Qu'est-ce que tu allais y chercher Alors, je suis allée chercher plus d'expérience. Donc, moi aussi, je suis une personne qui aime beaucoup l'expérience. Donc là, 3 ans en tant que mandataire, j'ai appris, parce que moi, j'adore aussi apprendre. Et je pense qu'il me manquait ce petit quelque chose. Alors, j'étais bien, parce que l'horaire, c'est moi qui gérais, etc. Mais je me suis dit, j'ai peut-être quand même besoin de cette expérience. Donc, je suis allée dans cette agence. Et après, donc, en testant les deux, j'ai fait mon choix. Ok. Parce que quand tu étais mandataire, tu travaillais plutôt toute seule, tu étais vraiment autonome, on va dire. Et quand tu es allée dans une agence, est-ce que du coup, tu cherchais plutôt à être entourée, à peut-être plus collaborer ? Voilà, on était 7 dans cette agence. Donc, le côté, on boit un café ensemble, etc. Aujourd'hui, le côté mandataire, à l'époque, c'est pas comme le côté mandataire aujourd'hui, on est en équipe, etc.
D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une équipe qui fait que j'aime beaucoup le côté... Je continue à aimer le côté mandataire, mais c'est différent. C'est vrai que c'est deux choses différentes. De toute façon, ça a considérabablement évolué. Hein, ça a énormément évolué. Et puis maintenant, on peut créer notre équipe. Maintenant, on peut être accompagné même, etc. Donc, Et du coup, par rapport à ton passé, du coup, tu me disais que tu avais eu une éducation justement d'entrepreneuriat. Voilà, d'entrepreneuriat, etc. Et du coup, comment justement, si je comprends bien, ils te soutenaient finalement dans cette expérience. Et c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qu'on te disait justement? Lance-toi, mais tu étais rassurée, ça te donnait confiance en toi, c'est ça? Alors, on me disait, mes parents disaient, lance-toi. Et seuls, ils apprennent à être salariés. À la maison, je les apprends à être entrepreneur. Tu reproduis ce que toi, tu as vécu enfant. Et le fait d'avoir une équipe comme ça, puisque maintenant tu es mandataire, est-ce que tu retrouves un peu ce côté-là, d'avoir des gens autour de toi en équipe, de pouvoir aussi les rassurer, eux, comme eux peuvent éventuellement te rassurer aussi, c'est réciproque? Oui. Quelque chose que tu vas chercher aussi, ou même quand tu étais en agence, du coup, le fait d'avoir des gens autour de toi. Oui, voilà, donc aujourd'hui j'ai une équipe que j'accompagne. Donc je les réunis régulièrement pour divers sujets. On peut faire des ateliers, il y a beaucoup de projets en cours, mais ça me plaît. Vous êtes combien dans ton équipe? Là, ils sont 4. D'accord. Okay. Et du coup, tu as fait cette expérience, puis tu es redevenu mandataire. Donc, qu'est-ce qui t'a séduit, par exemple, dans ce modèle-là? Qu'est-ce que tu as appris aussi en agence? Sur quoi tu es reparti après quand tu étais mandataire? Qu'est-ce qui était nouveau, du coup, pour toi, que tu avais ramené de tes précédentes expériences? Alors, en tant que mandataire, ce que j'ai appris, c'est vraiment quand même la liberté. C'est vraiment, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais c'était aussi, on peut s'y perdre aussi. Ça, c'était le côté positif. On peut s'y perdre aussi. Parce que, encore une fois, le métier de mandataire, c'était pas ce que c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de formations, etc. Et puis, ce qui m'a apporté côté agence, c'est vraiment l'équipe, quoi. Et on était en équipe, on fonctionnait en équipe. Et puis, tous les mardis matins, la réunion. Et ça, de toute façon, je ne crache pas dessus. On dit souvent, agence c'est mieux, mandataire c'est mieux, mais je pense que l'un ou l'autre, il y a du positif. Ah, c'est bien. Ouais, super. Ouais, c'est bien. Et du coup, dans ces deux expériences-là, pour toi, finalement, ce qui est le trait commun, qui est très important pour toi, finalement, c'est quand même l'humain, d'être accompagné, d'être entouré avec des personnes, puisque si je comprends bien, tu t'enrichis beaucoup des autres. Exactement. Je m'enrichis beaucoup des autres, je m'inspire beaucoup des autres aussi. J'aime bien, par exemple, je ne sais pas si tu connais une personne qui m'inspire. Si je te dis Alibaba, tu dis Alibaba, oui, le fondateur d'Alibaba, je ne me rappelle plus son nom. Jack Ma. Jack Ma, exactement. Jack qui avait disparu à un moment donné. C'est pas lui qui avait disparu, oui, voilà. c'est lui, ouais, je crois. Alors son histoire, c'est quoi? Il a échoué plusieurs fois, il a essayé d'intégrer... quand KFC est arrivé en Chine, ils ont essayé de recruter, ils ont recruté 24 personnes, 23 ont été pris sauf lui. D'accord. Il a essayé d'intégrer une école, il a été refusé, il a essayé de... Voilà, donc aujourd'hui, il avance toujours. Voilà, ça c'est une des personnes, il y en a tellement, mais c'est l'une des personnes qui t'inspire. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, de par l'éducation, c'est toujours avancé. Personnellement, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne m'apitoie jamais sur mon sort, j'avance. Alors, comment tu fais, justement? Comment tu fais? Quelle est ta recette secrète? Comment tu fais pour ne pas t'apitoyer sur ton sort et arriver à avancer et à rebondir? C'est marrant parce que tu n'es pas la première à me poser cette question. Je pense que je suis bien entourée. Okay. C'est l'entourage. Ouais. C'est l'entourage. Voilà, j'ai une petite famille en or, donc... je pense que c'est ma base, aujourd'hui. On n'en parle pas assez ça dans l'immobilier, mais c'est hyper important de l'entourage. Il y a beaucoup de mandataires qui souffrent de ça, parce que la pression familiale, parce que des fois c'était des gens qui étaient très souvent sont en reconversion professionnelle, avaient un salaire et ramenaient un salaire à la maison. Et des fois, c'est vrai qu'ils subissent un petit peu la pression familiale, quoi, de dire mais attends, tu avais un boulot, tu l'as lâché. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'immobilier, c'est bouché, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et puis le temps, si tu as des enfants, etc., bien sûr, il faut arriver à concilier. Et c'est vrai que les gens de l'extérieur, des fois, dans notre entourage proche, ne comprennent pas. Tu as eu cette chance-là d'avoir vraiment un entourage bienveillant avec toi.
Oui, et puis on va dire, je ne les ai pas laissé le choix aussi. On se couche immobilier, on se lève immobilier, on mange immobilier, on va au parc immobilier. Ils viennent avec toi aux estimations ou... Alors, pour la petite histoire, j'ai mon grand qui a fait stage avec moi une semaine en février. Et il a eu même une idée à un moment de venir aussi soit agent immobilier ou mandataire immobilier. Mais, il a converti. Moi, il y avait mais ça le plaît, hein. Mais voilà, aujourd'hui, je lui dis, écoute, suis ce que tu veux faire comme maman, tu fais comme maman. Et, Ok, en tout cas, toujours avec l'état d'esprit d'entrepreneur. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'essaie de leur apprendre aujourd'hui. C'est qu'on est en 2023. Et il y a autre chose aussi, comme il y a d'autres métiers que, tu vois. Moi, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on voit à l'école, on voit à l'école comment ça évolue. Pour moi, personnellement, ça évolue pas comme ça devrait évoluer. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre à l'école. Si je ne fais pas l'école à la maison, par contre, ils vont à l'école, mes enfants. Mais à l'école, je vois très bien comment ils enseignent à être salariés. Ouais. On est d'accord. Ouais. Assez d'accord sur le modèle. Et à la maison, je leur apprends autre chose. Ok. Et, du coup, pour toi, c'est quoi les 3 grandes qualités que doit avoir un entrepreneur spécifiquement dans l'immobilier ? Ça pourrait être de manière générale, mais spécifiquement dans l'immobilier, pour avoir ta longévité et toujours continuer à avancer, à progresser, parce que tes résultats d'année en année s'améliorent. Donc, ce serait quoi pour toi les 3 qualités que doit avoir un conseiller IMO pour bien réussir ? Je dirais, première qualité, c'est la détermination. Et d'être soi-même aussi, parce qu'il y en a qui changent en faisant ce métier. Je pense que non. Moi, je suis toujours la même. J'ai évolué professionnellement, mais je suis toujours la même Nathalie qu'en 2010. Et donc, la troisième, je dirais, c'est toujours se former, jamais rester sur son acquis. Alors moi, mon petit secret aussi, c'est quand j'échoue, je dis c'est à cause de moi, c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. Je me remets très très souvent en question. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai pas toujours réussi tout au long de ces années, ce serait mentir. Mais pas d'excuse, quoi. Tu remets pas la faute sur les autres. Non, zéro excuse. Et là aussi, ce que j'ai envie de transmettre à mon équipe, si tu n'as pas réussi ça, c'est à cause de toi. C'est pas la faute à personne. C'est pas l'animatrice, c'est pas le réseau, c'est toi. C'est pas le client. C'est pas le client. Aussi, parce que très souvent, on l'entend bien ça. Sûr, on dit, mais les clients sont compliqués. Lui, c'était un... Qu'est-ce qu'il est con, ce client. Oui, ça, très souvent. Très souvent, on l'entend ça. Et pourtant, ça, c'est un vrai problème parce que moi, je dis toujours, les clients ne sont pas cons. S'ils ne travaillent pas avec nous, c'est qu'ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris, c'est notre faute. Donc, c'est qu'on a mal expliqué. C'est qu'on a mal expliqué, c'est qu'on n'a pas pas su les dossiers les dossiers que j'ai perdus, tout ça, au fait, j'ai appris. Pourquoi j'ai perdu tel dossier et voilà, donc je m'améliore. J'essaie d'être meilleure que hier, etc. Ainsi de suite, au fil des années. Et voilà, donc... pour te dire, je continue à me former toujours aujourd'hui, je continue à être coachée, n'est-ce pas? Oui. Et on me dit, souvent quand je dis ça aux autres, je suis coachée. Ah bon, pourquoi? T'as pas besoin? Souvent c'est la réaction. C'est bizarre. Hein? Ouais. Mais si. Pourtant, pas parce qu'on a 13 ans que... Mais parce qu'aujourd'hui aussi, on n'est pas nés, nous, dans l'informatique, dans tout ce qui est intelligence artificielle. Maintenant, c'est nouveau tout ça pour moi, j'ai besoin d'apprendre. C'est normal. J'ai besoin d'apprendre. Et je continue à me former, tu vois. C'est un point que je voulais vraiment souligner avec toi parce que cette amélioration continue, par exemple, on va prendre cet exemple-là parce que pour moi il a été parlant, mais c'est vraiment, tu t'es vraiment intéressé à tout ce qui est informatique, bon, avec ton mari qui te soutient, tu vas nous en parler, mais vraiment tu as quand même amorcé une digitalisation bien avant tout le monde dans ce métier-là, qui reste un métier quand même où la digitalisation a beaucoup de mal à prendre place finalement. D'où ça te vient, cette envie de toujours apprendre et de toujours essayer de faire un petit peu mieux et de toujours aller vers la nouveauté, vers ce qui peut te permettre d'être ou plus productive ou plus efficace. D'où ça te vient cette envie-là? Alors je pars toujours d'un problème en fait. Donc au quotidien, je fais ce métier. Donc je vais sur le terrain. Par exemple, moi je suis toujours aussi prospection terrain. Hein. On dit oui, on prospecte plus. Ben non, moi c'est pas ça. Dans mon agenda, il y a bien des heures où je fais encore du tap-tap. Ouais. Donc dans ce tap-tap-là, je me dis, en fait mon cahier, je note sur un post-it ou un cahier, maintenant ça suffit pas. Donc je suis partie de là, j'ai dit,
En fait, arrivé au bureau, chez moi, ce cahier, il disparaît. On oublie. Donc, à partir de là, j'ai créé une application qui est sur mon téléphone. Et cette application, elle est connectée absolument à tout. Et c'est mon application. Hein. Et à partir de là, donc c'est... En fait, je pars toujours d'un problème. Et pareil, tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est toujours à partir d'un manque, d'un problème qui comble en fait mon quotidien, pour faciliter un peu mon quotidien. Voilà. Ok. Ouais, donc de chaque problème, en fait, tu essaies de trouver à chaque fois une solution adéquate, quoi. Donc soit je mets en place la solution moi-même, ou soit mon mari. Là, pour le coup, parce que explique-nous, donc du coup, ton mari est informaticien. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'idée. Des fois, je manque de logique. Et lui, donc, il est là pour me guider, on va dire. Hein. C'est un peu... il me guide pour me dire, tiens, ça, tu devrais faire comme ça, comme ça. Il a toujours été là depuis ses 13 ans. Ok. Et donc, du coup, ces problèmes-là, finalement, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes de compétences, ça peut être... à chaque fois que tu identifies un problème, tu essaies de... Parce que moi, je n'ai pas de bagage tech ou de bagage informatique, je ne l'ai pas du tout. J'apprends sur le tas, alors que lui, là, et voilà. Mais là, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de l'informatique. Ok, ce n'est pas ton domaine de prédilection, mais par exemple, dans le commerce, comme ça fait quand même depuis 2010 que tu es dans l'IMO, on est 2023, on fait un coaching, on finit un coaching ensemble, là. C'est assez impressionnant de se dire, oui, je sais plein de choses, mais je peux peut-être encore en apprendre sur mes domaines de prédilection, finalement. Donc finalement, ça ne se limite pas que à l'informatique. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et en fait, on dirait presque, justement, quand tu en parles, on dirait que les problèmes sont presque des projets pour toi. On dirait que tu dis, j'ai des problèmes, tu fais comment ? Chaque mois, tu te dis, tiens, là, j'ai ce problème-là, et tu te remets en question, justement, et tu te dis, je vais essayer de l'améliorer, etc. C'est quand tu l'as que tu te poses dessus. Comment tu... À partir de quand tu agis ? Ouais. Oui, à partir du moment où c'est bloquant. D'accord. À partir du moment où c'est bloquant, que j'avance pas, que je perds aussi du temps. Si tu veux, pour moi, le temps, moi j'ai un petit de 4 ans, j'ai besoin de passer du temps avec lui. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me dégager du temps pour être avec ma petite famille. Donc, je fais tout ça aussi pour ça. Ouais, on voit ça. Par exemple, dans ce qu'on a traité en coaching, il y avait un problème de conversion. C'est-à-dire qu'elle avait une base de données, Nathalie, qui était extraordinaire, mais vraiment. Il y avait juste comment on fait pour en avoir plus, pour décrocher un peu plus de rendez-vous et pour un peu mieux les convertir. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps parce que du coup aujourd'hui, tu les convertis quasiment 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite. Voilà. Et forcément, ça change la vie, quoi. Grâce à qui ? Ouais, grâce à Juju. Ok, c'est super. Et donc, du coup, maintenant, quels sont les projets ? Donc, les projets, il y en a beaucoup. Déjà, agrandir l'équipe. Ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler ton équipe ? Je suis animatrice depuis l'année dernière. D'accord. Donc, c'est récent. Donc, tu as attendu quand même un bon bout de temps. Oui, parce qu'au-dessus de moi, j'ai aussi une animatrice, en fait, qui m'a convaincue finalement, parce que ça fait un moment qu'elle me dit, bon, on y va, Nathalie. Puis j'ai dit non, et puis finalement, on y va. Pourquoi tu ne voulais pas commencer ? Parce que je me dis, c'est peut-être un autre métier. Est-ce que je vais m'y plaire ? Et puis elle me dit, écoute, teste. Et puis si ça ne marche pas, ou si tu n'aimes pas, tu fais marche arrière. Et puis finalement, ça me plaît. Ça te plaît bien, ok. Et donc voilà le projet. Pourquoi pas agrandir l'équipe. Et puis toujours faire de mon mieux pour accompagner mes clients et avoir des clients satisfaits tous les jours. Ouais, ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose de très important pour toi, l'humain, parce qu'on a parlé l'humain côté boulot, mais côté travail aussi. Côté travail, aujourd'hui, la satisfaction client est plus importante que tout. C'est qu'aujourd'hui, on fait un métier complètement humain. On ne peut pas dire, tel client n'est pas content et puis on passe à autre chose. On va tout faire. On est là aussi, c'est un projet de vie. On parle du 4D, décès, des déménagements, etc. C'est là où toute leur vie s'est passée. Donc, on se doit d'être là pour eux, du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, c'est ce que les clients, quand ils m'appellent, c'est que, tiens, Nathalie, on a vu, on vous appelle parce que notre voisin est passé par vous, notre ami est passé par vous, etc. Aujourd'hui, je vais faire les courses au supermarché. Il dit, tiens, on vous connaît, etc. Donc ça, déjà, pour moi, c'est très gratifiant. C'est vraiment comme ça que tu as développé ton activité parce que finalement,
tu communiques sur les réseaux sociaux, mais finalement, le plus gros de tes clients, tu les captes beaucoup par recommandation, par des gens qui parlent de toi ou par des gens vers qui toi tu vas. Mais tu as vraiment ce côté humain terrain qui est très présent dans ton activité. Pourquoi c'est important pour toi de nouer ce lien permanent avec les gens malgré tes 13 ans d'activité? Parce que c'est très important parce qu'ils nous oublient. C'est pas faux, il peut y avoir de ça. Ils nous oublient. Hein. Clairement, la concurrence est rude aujourd'hui. Moi, je fais partie d'un grand réseau national. On est 3e. Donc, ça veut dire qu'il y en a 2 autres devant nous. Si on ne fait pas ce travail terrain, ce travail de relation, ce travail de contact, ce travail de suivi, finalement, on passe après tout le monde. J'ai beau être la meilleure mandataire qui fait... aujourd'hui, voilà, il faut être là pour eux. Voilà. Et le terrain te permet d'avoir cette présence Voilà, le terrain, plus mélangé avec un petit peu de réseaux sociaux. Et donc ça fait partie aussi de mes projets, d'encore augmenter un peu le côté digital. Côté digital. Et puis cette base de contact que tu connais... je vais le travailler encore un peu plus. Tu peux pousser un petit peu le curseur. Je pense que là, ça a donné beaucoup de beaux résultats. Tu vois, le travail qu'on a fait ensemble, tu as vu la transformation déjà. Donc, je pense que je peux encore aller plus. Je pense aussi, très honnêtement. Il y a beaucoup de potentiel en tout cas. Et déjà, tu as déjà une très très belle carrière derrière toi. Mais là, je pense que les années qui viennent, malgré la crise, où tu fais une très belle année malgré la crise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, non, c'est très très bien, c'est très encourageant pour toi. Et je pense que de toute façon, à partir du moment où on est dans cette recherche continue de l'amélioration, tu parlais du coaching tout à l'heure, mais c'est bête. Nous aussi, moi j'ai été coaché dans ma vie quand j'étais agent IMO et même quand je faisais beaucoup de ventes. Alors j'ai pas été coaché pour l'immobilier spécifiquement, mais j'ai fait des formations en marketing digital, je fais des formations en rhétorique, j'ai fait plein d'autres formations et c'est vrai qu'on se nourrit finalement de tous ces autres domaines de compétences. Ça fait de nous des agents immobiliers plus complets, donc plus efficaces et ça fait toute la différence. Quand on le fait chaque année, on se rend pas compte de l'évolution qu'on a nécessairement. Mais par contre, c'est vrai que sur la durée, sur le long terme, 2 ans comme ça, 3 ans comme ça, 4 ans comme ça, à la fin, ça fait une énorme différence avec la concurrence. Et si on regarde, sur nos coachés, ils ont souvent ce même trait, cette même personnalité de se remettre en question et de vouloir justement prendre un coaching, par exemple, pour se dire je peux aller encore plus loin, je peux aller encore plus haut, augmenter mes performances et développer autre chose. Et j'ai pas honte et je peux le dire que je me fais coacher, j'ai aucun problème avec ça. Et en général, c'est vraiment un trait de personnalité. Tout à l'heure, tu as dit, tes collègues de boulot, tu dis « Ah, mais tu te fais coacher, Nathalie ». Mais du coup, dans ta famille, par contre, parce que c'est pas rien, c'est un investissement aussi, comment ils ont réagi du coup Très, très positivement, comme d'habitude. Alors, moi, encore une fois, en fait, c'est vraiment, je pense que la chance aussi que j'ai, c'est qu'ils sont derrière moi. Ouais. J'ai jamais eu, même dans les moments difficiles, d'ailleurs, c'est là où on a le plus besoin d'eux. Quand c'est très dur, c'est un peu mes béquilles, on va dire, et quand ça va, c'est aussi avec eux que je partage ma joie, etc. En fait, la question au sein de ma famille, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Et en fait, j'ai vu aussi ce que tu proposes et tout. J'avais tout de suite, tu te souviens, j'avais même pas hésité. Je savais que ça allait m'aider. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, ça faisait longtemps qu'on se suivait en plus sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je vous suivais depuis... comment s'appelle l'émission Le Coffee Time qu'on a animé. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est loin tout ça. C'est loin, 2020, deuxième confinement, je crois. Ouais. J'étais assidue. Super, ça fait plaisir. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as une autre question à poser, Nathalie? Non, peut-être. Est-ce que tu loues ta famille, du coup? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui vont avoir envie d'avoir l'entourage que tu as. Parce que si je comprends bien, c'est quand même un gros point pour toi d'avoir cet entourage-là. C'est un pilier, en fait. Et c'est ça qui t'aide dans cette carrière. Je ne pourrais pas effectivement continuer, c'est sûr, c'est certain. Parce qu'on a quand même traversé, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles dans le métier. Ça n'a pas toujours été rose. Et aujourd'hui, je continue, même si je sais que je fais beaucoup de moi-même, parce que je ne m'appuie pas que dessus. Ils voient aussi tout le travail que fait maman à la maison. Je travaille énormément. Et aujourd'hui, ce que je leur apprends aussi, c'est qu'il faut travailler. Il n'y a rien qui tombe comme ça. Et quand je te dis qu'à l'école, on leur apprend à être salarié, à la maison, je leur apprends autre chose. C'est que tout vient du travail. Et
puis si tu échoues, peu importe au fait le sujet, peu importe ce qu'on en dit, si tu échoues, il ne faut jamais dire tiens, il a fait ça, j'ai échoué parce qu'il a fait ça. Non. Moi, mes enfants, ils sont tous des sportifs. Si tu n'as pas gagné ce match, dis-toi pourquoi. Si tu n'as pas gagné face aux copains à côté, pourquoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? C'est pas la faute du coach. Comment tu peux t'améliorer ? Non, mais c'est bien. Ouais. C'est une très belle école de vie, quoi. Moi, j'ai pas grandi dans cet environnement-là où on disait que l'échec, c'était pas grave. Moi, j'avais vécu dans un environnement entrepreneurial, mais où l'échec, c'est un échec. C'est-à-dire, si on échoue, on échoue. Et il faut pas échouer. Voilà. Et donc, ça oblige à se montrer fort en permanence face à toute situation, même quand on est un peu, malheureusement, pas forcément sûr de soi, etc. Et ça amène beaucoup de pression, finalement. Alors que se dire, voilà, l'échec, c'est finalement un apprentissage. Comme on dit souvent aujourd'hui, c'est une maxime qu'on entend partout. Mais moi, ce que je dis toujours par rapport à l'échec, c'est que l'objectif, c'est d'échouer le moins possible. Mais si échec il y a, c'est pas vraiment grave. Il ne faut pas s'en servir d'excuse de cette maxime-là. Mais si l'échec arrive, c'est pas grave, on peut s'en relever. On apprend. Ouais, exactement. Dans l'immobilier, c'était quoi ton plus gros échec, justement, où tu as fait un rebond derrière et ça t'a amené plus loin ? Plus gros échec, c'est 3 ventes tombées à l'eau de suite. Oui. C'était très compliqué. Alors, comment tu as géré ça ? Alors, comment j'ai géré ça ? Au fond de mon lit. C'était indépendant de ta volonté ou ? Il y avait un peu de tout. En plus, beaucoup d'histoires entre les trois. 3 ventes indépendamment, hein, mais c'était très compliqué. Et ça, c'était en quelle année ? Je ne sais plus c'était en quelle année, mais c'était très compliqué. Donc, du coup, j'ai mal fini l'année, évidemment. Et puis, généralement, le 1er janvier arrive, on se donne d'autres objectifs. Donc, des nouvelles résolutions. C'est ça. Donc, le 1er janvier de l'année d'après est arrivé. Et puis, je me dis, allez, on se ressaisit. Encore une fois... Non, mais c'est très important. Et oui, c'était suite à ça que j'ai failli abandonner, par contre. Il y avait quand même ce côté, voilà quoi, ça suffit. D'accord, ça t'a vraiment... ça m'est traversé l'esprit, oui. D'accord, ok. Et encore une fois, voilà, je me dis, on se relève et voilà, c'est pas un échec. Là, il y a encore l'entourage qui est venu pour t'aider. C'est ça, encore une fois l'entourage et c'est reparti. Okay. Super. Ça t'est arrivé vraiment qu'une fois de te dire vraiment là, j'arrive au bout. C'était quoi ? C'était moralement que ça t'avait vraiment affecté ? Oui, moralement c'était très compliqué. C'était pas sur le plan financier en fait, c'était plus moral. Non, c'était vraiment moralement où tu dis mais pourquoi j'aurais dû faire ça, En fait, voilà, c'est encore une fois, hein, j'ai dit mais c'était moi en fait. Tu l'as pris pour toi quoi. Tu l'as vraiment pris pour toi. Ouais, c'est ça. Des fois c'est bien, mais c'est vrai que ça peut être... il faut rester objectif par rapport à ce qu'on fait. Ouais. Ça, c'est pas évident parce qu'on peut avoir tendance à se dire à se responsabiliser, c'est très bien, mais si on se dit que finalement on est tout responsable de tout, si on évalue mal ce sur quoi on a eu de l'impact. Et c'est difficile des fois de s'auto-évaluer. C'est ça. Voilà, on n'est pas... Et même ça, j'ai même perdu confiance à un moment. Ouais. Ah oui, j'ai perdu confiance. Est-ce que je suis faite pour ce métier ? Est-ce que il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Mais encore une fois, j'ai dit, allez, 31 décembre, 1er janvier est un autre jour. Et voilà. Comment tu as fait du coup pour retrouver cette confiance ? C'est quoi si tu avais des astuces à donner quand ça arrive ? Parce que ça arrive à tout le monde. Hein, bien sûr. Dans ce métier-là. Alors moi, c'était le sport. Ah d'accord, c'était rien à voir avec le travail. Quel sport ? Alors je fais du fitness, je me suis mis un petit peu à la musculation aussi à cette époque-là. Donc dans ce sport, j'avais un coach. D'accord. Encore une fois. C'est incroyable. J'avais un coach qui parce que dans toute l'histoire, j'ai pris 7 kilos d'un coup. Donc, même physiquement, c'était compliqué et tout. Et donc, je me suis dit, je prends un coach avec surveillance de l'alimentation, etc. J'ai repris confiance. Vraiment, le sport, hein, aujourd'hui, je pense que c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Faites du sport. Parce que ce n'est pas que le physique, finalement, c'est le mental qui va avec. Bien sûr. Quand on soulève un poids et qu'on n'y arrive pas, allez, on pousse encore un peu plus. Et ça fait du bien quand à la fin des 45 minutes d'avoir poussé tout ça et d'avoir couru tout ça. C'est marrant parce que c'est marrant comme le sport, comme on fait vite l'analogie entre le sport. Moi, quand je joue au rugby, je me disais toujours ça.
quand j'avais un moment difficile dans le boulot, je comparais toujours au rugby. C'est comme quand j'ai pris un gros tampon au rugby, je me disais, là, j'ai raté une belle vente. Voilà. Et on essaie de se relever et on recommence. Et je faisais toujours des analogies entre le rugby et ma vie d'agent immobilier au jour le jour, quoi. Et c'est vrai, c'est très important le sport. Je pense que c'est quelque chose... Bon, après, tout le monde n'est pas sportif dans l'âme non plus, mais on peut s'y mettre, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que ça fait du bien dans la tête. Ouais, je pense que dans notre métier, c'est une routine vraiment à mettre dans l'agenda. Hein. Il n'y a même pas à se poser... Ouais, tu continues là, du coup ? Oui, ouais, je continue. Et c'est obligatoire dans ma vie. Et ça prend beaucoup de place même dans mon agenda. Je place même mes rendez-vous en fonction du sport que je fais. Et du coup, tu transmets ça un petit peu à ton équipe. Du coup, d'ailleurs, tu leur expliques aussi que ça peut passer par le sport. Ça va venir. Je n'ai pas encore expliqué à mon équipe pour le sport. Mais c'est toi la coach ? Oui. C'est vrai que de temps en temps, je leur dis, c'est bien le business, mais n'oubliez pas de faire du sport dans notre groupe WhatsApp. De temps en temps, je fais... Mais c'est vrai que c'est important. Parce que s'oublier, la santé aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus cher. On est tous parents. C'est important aussi de transmettre cette valeur de sport. C'est vrai que l'immobilier, c'est un métier hyper stressant et je trouve qu'il y a un sujet dont on ne parle pas du tout. Il faudrait même que nous, on en parle beaucoup plus. C'est vraiment le bien-être. Il y a beaucoup d'agents immobiliers en dépression qui, suite à soit des difficultés financières, soit des objectifs qu'ils n'ont pas réussi à atteindre, perdent confiance en eux, voire un petit peu l'estime d'eux-mêmes. La pression quotidienne, etc. L'ascenseur émotionnel. Exactement, le marché qui peut fluctuer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent impacter un peu l'état d'esprit d'un agent immo. Et burn-out immobilier. C'est vrai, et en fait, on est toujours en train de parler finalement, quand on entend comme ça dans les différents réseaux ou sur Internet, on entend toujours parler de « allez, il faut plus », mais on parle jamais de « il faudrait aller mieux pour faire plus » en fait. On parle rarement du bien-être, on parle toujours de la performance, et on oublie que la performance, elle passe par le bien-être. C'est ça. Et le client, il le ressent, hein, quand on est bien, on arrive, on a fait le sport le matin, on arrive chez eux, on va signer le mandat, une offre ou peu importe, il le ressent le client. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il y a une énergie qui se Il y a une énergie qui se transmet, c'est fou. C'est vrai. Fou. Et puis eux aussi, ils nous le rendent. Et c'est très jouissif. Ouais, je suis d'accord. Et dans les coachings, c'est pareil d'ailleurs. Ouais, quand on est bien dans sa tête, bien physiquement, etc., le coaché le ressent forcément et prend l'énergie. Prend l'énergie. C'est quasiment obligatoire. Non, mais c'est vrai. C'est assez fort. Bon, alors l'objectif aujourd'hui, dans ton équipe, tu veux combien de personnes ? Déjà, je vais essayer de prendre des personnes qui ont que ce mindset que je recherche. D'accord. Donc vraiment l'état d'esprit de l'entrepreneur, avec les 3 qualités, détermination. Je ne peux plus prendre aujourd'hui une personne dans mon équipe qui n'a pas ces critères-là. D'accord. Ces critères. Donc, je peux avoir que 10 personnes, pourquoi pas, mais avec ces qualités. De la qualité, pas de la quantité. De la qualité, c'est ça. Ok, bon, écoute, génial. Ok. Si tu avais 3 conseils à donner aux conseillers IMO qui nous écoutent pour avoir une carrière comme la tienne, quel conseil tu donnerais ? Alors, je vais leur dire de toujours continuer à se former, aimer ce que vous faites, et le troisième, la détermination. Voilà. La détermination, et prenez soin de vous. C'est un beau message de fin. Exactement. Exactement. Merci Nathalie. Super, merci Nathalie. Merci beaucoup. Céline, merci Julien. À toi. À bientôt. À bientôt.